Bonjour tout le monde. Ce 11 septembre 2021 est le juste moment d'aller plus loin dans la déconstruction de la thèse dominante selon laquelle le djihadisme en Afrique, son aggravation surtout, est essentiellement due au fait que l'État et l'armée n'assument pas leurs responsabilités. Nous n'en serions pas là s'il n'y avait pas eu le 11 septembre et si la France n'avait pas décidé de faire du Mali son Afghanistan. Ce jour-là, le 11 septembre 2001, je m'en souviens, mon frère Djibi m'a appelé au téléphone et m'a dit « Ami, regarde la télé, il se passe quelque chose de très grave aux États-Unis. Des tours jumelles qui s'effondraient, des gens qui couraient dans tous les sens. Bien entendu, on ne peut qu'être touché, affecté par ce qui se passait. Au même moment, Seydou, qui travaille au centre ici, est venu me voir et m'a dit, à cet instant précis, que sa sœur venait de perdre ses deux enfants. Pas du fait d'un attentat, d'une tuerie, mais à l'échelle très locale, il s'agissait d'une tragédie. Une femme dont les deux enfants meurent la même nuit d'une maladie guérissable, le paludisme. Et j'ai dit à ce sujet, je l'ai écrit dans Le viol de l'imaginaire, où j'ai fait parler Altinance. C'est le nom que j'ai donné à cette jeune femme d'Ogon, que chaque jour est un 11 septembre en Afrique. Mais je ne pouvais pas m'imaginer ce jour-là, le 11 septembre 2001, que le ciel allait nous tomber sur la tête à travers l'intervention militaire de la France au nom de l'antiterrorisme. Je m'y suis opposé. Pour avoir participé à la mobilisation contre la guerre en Irak, je savais de quoi il s'agissait. Mais il est extrêmement difficile de se faire entendre à cette époque, compte tenu des atrocités infligées à nos concitoyens dans le septentrion. Tout le monde était persuadé que la force de frappe de la France ne pouvait que nous débarrasser des djihadistes. 8 ans plus tard, la situation est incontrôlable. Mais la France persiste et signe et ne veut pas admettre son échec parce que Barkhane a échoué. Sa transformation en trompe-l'œil n'est pas le regret que nous souhaitons, le retrait que nous demandons. Pourquoi nous demandons ce retrait? Parce que nous sommes persuadés que dans le cadre de la souveraineté nationale, du respect de nos droits, si la France, qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, acceptait d'écouter les Maliens et les Sahéliens, d'admettre que de tout temps, chaque société développe, les conflits sont partout, les conflits sont inhérents aux sociétés, mais chaque société développe ses propres mécanismes de négociation. Et nous sommes persuadés, et les Maliens l'ont fait savoir dans le cadre de la conférence d'entente nationale et dans le cadre du dialogue national inclusif que j'ai co-facilité, que nous devons de parler aux djihadistes. Nous pouvons parler aux djihadistes nationaux, Yadagali et Koufa. La France s'y est opposée et s'y oppose toujours. Aujourd'hui, que constatons-nous? Le procès des attentats du Bataclan qui s'est ouvert, qui vient de s'ouvrir, prouve que contrairement à ces principes, la France parle aux terroristes, puisque c'est un terroriste qui est dans le box et c'est du terrorisme qu'il s'agit. L'ancienne puissance coloniale, contradiction, veut prouver que sa démocratie, ses principes démocratiques veulent qu'on donne la parole à tout le monde, y compris aux terroristes. C'est ce qui se passe en ce moment, à notre grand étonnement. Mais il n'y a pas d'étonnement à avoir dans les rapports de force qui sont les nôtres avec les dominants. Mais la France va parler également aux talibans. La France a acculé notre pays, continue de nous acculer
d'acculer les autorités de la transition, mais elle va faire ce qu'elle nous interdit de faire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de lutte antiterroriste. Il s'agit de se positionner face à la Chine, la Russie, la Turquie. Donc, les mêmes qui sont considérés comme des pays autoritaires, pas démocratiques, sont restés en Afghanistan. Et des négociations dans les coulisses, selon certaines sources, prouvent que la France essaie, bien sûr, de sauver ceux qui sont menacés, mais aussi de ne pas perdre une opportunité de se positionner là-bas aussi. Mais au cœur de ce discours dominant, le concept de construction de l'État. On est en plein dans le déni de démocratie. Ce qui vous pousse à aller aux élections sont catégoriques. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de sauver des vies humaines ici. Le terrorisme tue, mais l'antiterrorisme tue davantage sous nos cieux. Ce sont des milliers de Sahéliens qui sont morts. Alors, c'est pour cette raison que nous devons de persister dans le questionnement de cette logique de domination. Quand Emmanuel Macron dit qu'il ne croit pas au state building, je ne crois pas au state building, ce n'est pas aux Occidentaux d'aller construire un État au Mali. Mais l'État malien n'a jamais eu son mot à dire. Alors, que faut-il croire? Ce qui compte, ce dont il s'agit ici, c'est précisément le state building, la construction de l'État, mais de l'État libéral, dans le cadre de la démocratie libérale, faussement représentative. C'est de cela que nous ne voulons pas. C'est cela que nous devons refuser et prendre le temps, dans le cadre de cette transition, de parler entre nous, de savoir que chaque fois que l'État a été déstabilisé, c'est vrai, Ousmane Sy a raison quand il dit que c'est essentiellement dû au fait que les partis politiques sont incapables de s'entendre. C'est vrai, ça fait partie des causes internes. Mais ce dont on ne parle pas, c'est le contexte dans lequel s'inscrivent les coups d'État et les déstabilisations. Le coup d'État de 1968 perpétré par le lieutenant Moussa Traoré contre le régime de Modibo Keïta, c'était dans le cadre de la guerre froide. Immédiatement après, les institutions financières internationales sont venues. L'économie malienne a été libéralisée. Le modèle, l'économie sociale planifiée de Modibo Keïta est remplacée par le marché libre et prétendument concurrentiel, c'est-à-dire open bar. Les gens ont pris, chacun prend ce qu'il veut au nom de la liberté de faire du commerce. Le reste, la suite, on le sait. C'est dans le cadre, après maintenant, quand Moussa Traoré lui-même acculé, fragilisé par les programmes d'ajustement structurel qui ne sont pas analysés non plus. Les manifestants, à juste raison, revendiquaient l'emploi et la liberté d'expression, d'association qui n'ont pas leur place dans le cadre des partis uniques. Donc le régime de Moussa Traoré tombe et nous sommes dans le cadre maintenant de la mondialisation heureuse, la chute du mur de Berlin et la mondialisation heureuse dont nos démocrates ont largement profité. Et en cette mondialisation, cette génération de politiciens veulent encore croire, puisque ça donne l'occasion à chacun de se positionner, de faire des affaires. On va aux affaires pour faire des affaires. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les prochains qui seront élus, si nous ne parvenons pas à déconstruire cette idée de la démocratie, si on continue à confondre alternance politique et alternative, on va droit dans le mur. Nous n'en sommes pas loin. Maintenant, c'est cette génération, cette classe politique qui n'a pas changé, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas de débat. Si la France nous réduit en esclaves pour servir ses intérêts, il faut croire que quelque part nos propres frères nous prennent pour des imbéciles.
S'il faut aller dans la précipitation à des élections sans poser ces questions d'une extrême gravité, à quel moment a-t-on entendu l'un quelconque de ces partis politiques parler de l'état du monde? On a peur de la communauté internationale. On est soumis à la communauté internationale. Parce qu'on dépend cruellement de son financement. Pourtant, ces mêmes sociétés débattent de toutes ces questions que nous croyons interdites chez nous. Je pense que, pour conclure, ce qui m'apparaît aujourd'hui et qui me paraît extrêmement important, c'est que ce state building, cette volonté, et même s'il s'en défend, de construire l'État de l'extérieur pour nous, c'est tellement vrai que pour se faire élire, quels sont les candidats qui font pas un tour qui passent pas par Paris? La France dicte son agenda, son narratif et les moyens médiatiques, militaires et financiers de son programme. Mais le plus grave pour moi, c'est que le state building, c'est l'enjeu civilisationnel de ce projet. L'enjeu civilisationnel, il ne s'en cache pas. Il ne se passe pas tous les jours. Nous entendons dire que l'attaque du World Trade Center est le fait de barbares et que c'est une attaque à une civilisation, à leur mode de vie et à leurs valeurs. Ce qui suppose que, donc, aller en guerre contre le terrorisme, c'est aller en guerre contre la barbarie. Sous-entendu, cela sous-entend que nous devons changer, c'est-à-dire que l'agenda politique de cette démocratie qui veut nous sauver, nous développer, veut surtout nous transformer. Non pas pour nous reconnaître, non pas parce que nous sommes tous des humains, mais essentiellement parce que c'est cette volonté hégémonique en fait, dominer militairement, médiatiquement, et pour vendre parce que dans toutes ces guerres, c'est une question d'argent, de lobby. Ce que nous voyons aujourd'hui avec le Covid, la manière dont ils se comportent avec dans la gestion de leur fameux vaccin, c'est la même chose pour les guerres. L'industrie de l'armement, comme l'industrie pharmaceutique, font de l'argent. Et si on peut faire de ce gigantesque continent qui est l'Afrique en une zone de combat où leurs soldats ne mourront pas, d'où les terroristes n'iront pas les menacer, mais laisser le soin à nos États et à nos propres armées de faire la guerre à leur place dans le cadre de la défense de leurs intérêts. C'est de cela qu'il s'agit. Soyons-en conscients. Il est de la plus grande importance de restructurer le champ politique aujourd'hui en fonction de ces enjeux. Donc, de grâce, que la classe politique arrête de rouler le peuple dans la farine. Il est temps aujourd'hui, s'ils veulent mériter vraiment, je sais pas, le rôle qu'ils revendiquent de transformateur de la société dans le sens du bien commun, qu'ils prennent en charge ces questions fondamentales sur ce que le monde était jusqu'à ce tournant, sur ce que les transformations survenues ces 20 dernières années et les transformations qui nous attendent. Ils ne feront pas la guerre mais ils la feront faire par nous, entre nous. Parce que ceux qui meurent aujourd'hui, ce sont des Maliens qui tuent d'autres Maliens. Si nous disons, nous voulons leur parler, c'est clair qu'il y a Al-Qaïda et l'État islamique. Mais indépendamment de ceux-là, ceux dont il s'agit, les Maliens dont il s'agit déjà, apprenons à parler entre nous. Ayons conscience des enjeux économiques, financiers, sociaux, culturels, politiques et climatiques
du changement. Et cessons de fétichiser la transparence des urnes, ce n'est pas une fin en soi. Plaidons, c'est ce que nous faisons depuis toujours, pour un autre Mali.